Nous sommes les modérateurs donc, de cette intervention. Julien Perrault, M1 SVT, et moi-même Tristan Geisseli, professeur stagiaire en lycée. Cette intervention va concerner M. Benoît Urgeli, qui est donc maître de conférence en sciences de l'éducation et de l'information. Il est membre du laboratoire éducation, culture et politique, et donc il travaille à l'Université de Lyon et à l'Institut des sciences de l'éducation. Cette intervention va concerner plus particulièrement ce que les questions socio-scientifiques font à l'enseignement des sciences, puisque c'est le titre. Donc je laisse la parole à M. Urgeli. Bien, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers collègues, puisque j'ai compris que vous allez bientôt rejoindre la profession enseignante pour la plupart d'entre vous, donc que je vous souhaite longue et riche en expérience et en découvertes. J'ai été moi-même prof de SVT jusqu'à il y a quelques années, et j'ai arrêté il y a 6 ans. J'étais enseignant en classe préparatoire, puis en lycée, puis en collège SECPA, dans cet ordre-là, donc ce qu'on pourrait considérer comme un ordre dégressif, mais en fait, effectivement, dans l'âge des enfants. Par contre, extrêmement positif dans la découverte de ce que doit être, de ce que peut être la pédagogie des sciences, puisque c'était la mission que j'avais envie de remplir, avec des publics de plus en plus jeunes et donc qui ont des questionnements sur ce que disait Baudouin Jourdan ce matin, sur le sens des savoirs. C'est vraiment, d'ailleurs c'est ce que je recommande à tous les jeunes professeurs, dites-vous qu'en septembre, vous allez avoir à affronter une question difficile, pour laquelle vous n'êtes peut-être pas encore bien formé, que les élèves vont vous renvoyer à travers la figure, à quoi ça sert ce que tu nous apprends? Ça a été extrêmement important, c'est une question de sens, de fond. On pourrait dire, mais c'est pas, ça ne m'intéresse pas, c'est pas la question qui m'intéresse. Vous allez voir qu'il va falloir la prendre en charge vite, alors avec l'aide des élèves. Et donc, dans mes recherches, depuis que j'ai arrêté l'enseignement, je me suis construit une question de recherche sur les positionnements des enseignants lorsqu'ils se prennent en face d'eux des publics scolaires qui soit contestent ce qu'ils disent, avec les questions de croyance, notamment sur l'enseignement de l'évolution, soit lorsqu'ils ne sont pas d'accord ou ne sont plus intéressés par un apprentissage des sciences qui est essentiellement centré sur l'expérimentation et la démarche expérimentale, qui est, vous le savez, le paradigme dominant. Vous êtes tous extrêmement bien formés à l'enseignement de la démarche expérimentale, c'est le leitmotiv des réformes, c'est le paradigme dominant en Europe, aux États-Unis. Mais il rencontre un certain nombre de difficultés en classe et d'attitude des élèves vis-à-vis des sciences dont je vais vous parler maintenant. Alors, j'ai appelé cette intervention de ce que les questions sciences-société et socio-scientifiques font à l'enseignement des sciences, ou on peut lui donner un autre titre qui est lorsque je décide de scolariser des questions socialement vives, scientifiques socialement vives, comme l'évolution, comme le changement climatique, comme la reproduction humaine. Qu'est-ce que l'arrivée de cet objet un peu étrange dans la salle de classe provoque comme invitation à repenser nos méthodes d'enseignement des sciences, et donc notamment la question de l'apprentissage de la démarche des sciences expérimentales. Donc c'est aussi une question de mise en culture des sciences qu'il y a derrière tout ça. Et avant de commencer, vraiment, il faut que je vous précise aussi, je pense que vous le pressentez, quel est mon horizon politique, puisque chaque chercheur a un horizon politique, alors il le déclare plus ou moins facilement, mais il est important de l'expliciter, parce qu'il permet à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous lisent, de comprendre que cet horizon politique n'est pas aussi mon horizon de méthode, c'est-à-dire j'ai ma méthode de recherche, mais j'ai aussi un idéal, c'est-à-dire une représentation de ce que doit être l'éducation aux sciences. Et mon idéal, c'est que cette éducation doit permettre aux jeunes de s'engager démocratiquement, alors pas forcément sur des questions de science, mais en tout cas de pouvoir prendre part
au débat qui concerne le futur des sciences, voire même l'engagement dans les politiques de décision de la recherche. Alors ça, c'est un idéal encore bien lointain, mais c'est-à-dire que cette mise en culture des sciences que je défends, elle passe à mon sens par l'implication des citoyens et des jeunes élèves que vous allez former dans les décisions, ce qui suppose de leur faire comprendre ce que sont les sciences et quelle est la nature des sciences et quelles sont leurs implications politiques. Alors je mets de côté cet idéal, j'y reviendrai à la fin, à la fin de mon exposé sur les recherches que j'ai conduites. Alors, ce colloque s'appelle Controverse, acteurs et représentation sociale. Le cadre théorique dans lequel je travaille, c'est celui qui considère, alors on peut le discuter, que les acteurs, qu'ils soient enseignants ou chercheurs ou médiateurs de sciences en général, s'engagent dans une action et que cette action, on peut la comprendre en s'intéressant à leur représentation sociale. C'est le présupposé théorique que je fais, c'est-à-dire que ce sont les représentations sociales qui guident nos actions. J'agis de telle manière, pas de manière irrationnelle. Je ne fais pas partie du courant qui pense qu'il y a une manière rationnelle d'agir et une manière irrationnelle. Je considère qu'il y a des rationalités, dont la rationalité scientifique, et que ces différentes formes de rationalité que je cherche dans mes recherches me permettent de comprendre pourquoi des enseignants refusent par exemple de prendre en charge des croyances en classe, ou d'autres s'y engagent de manière plus ou moins habile, comme vous allez le voir. Alors, je vous propose de vous donner l'essentiel de ce que je vais évoquer. Alors, pas pour qu'après vous vous endormiez, hein, mais pour que vous sachiez un peu où je veux en venir. Je commencerai par vous donner un peu l'état, alors c'est ambitieux de ma part, mais disons ce que je lis à propos des représentations que se font les citoyens, et donc de leurs attitudes par rapport aux sciences. Les citoyens et aussi les élèves. C'est-à-dire, vous allez avoir un public en septembre devant vous, il faut que vous sachiez un minimum quelle image ils ont des sciences que vous allez leur enseigner. Alors, on a quelques indicateurs de recherche qui nous permettent de discuter. Et ce qu'on sait, en gros, je vous donne le résultat, c'est qu'ils estiment que la communication que vous avez sur les sciences ne montre pas assez les implications sociales, éthiques et politiques de la pratique scientifique. C'est quand même un résultat important, c'est-à-dire que les étudiants, les élèves, revendiquent de la part de l'enseignant une communication socio-scientifique, c'est-à-dire qui montre quelles sont les implications sociales des sciences. Sur la reproduction, je reviens, sur l'évolution ou sur le réchauffement climatique. Alors, il y a aussi du côté des enseignants, des enquêtes qui nous montrent quelle est la représentation que se font les professeurs des sciences, alors qui est issue bien sûr de leur parcours de formation universitaire. Les résultats qui datent d'un numéro d'Aster, de la revue Aster, que je vous conseille, qui est d'un niveau de lecture intéressant pour les enseignants, Aster 1998, qui s'appelle « Les sciences vues par les enseignants », et elle montre que les représentations qu'ont les enseignants de la science, de la nature des sciences, c'est pour eux une démarche qui permet d'atteindre par l'observation la vérité. Donc c'est ce qu'on appelle une représentation empirico-réaliste des sciences, et qui donc dit la vérité de manière objective et de manière neutre. C'est ça la représentation dominante. Alors après, il y a des hybridations de représentation. Alors certains profs disent, oui, la science c'est ça, mais pas la science actuelle, parce que la science actuelle en train de se faire, elle est imparfaite, il y a des conflits d'intérêts, donc il peut y avoir des hybridations de représentation. Mais la représentation dominante, c'est que la science donne à voir le vrai par une méthode objective qui est la démarche d'observation, d'expérimentation, de modélisation, et que donc la mission éducative qu'ils ont, c'est de former les élèves à cette démarche dite objective et qui permet d'avoir une vision du monde dite vraie. Alors, si on introduit des questions socio-scientifiques en classe de SVT ou de physique-chimie, là, les difficultés commencent, et c'est ce que je vais vous montrer, puisque très vite, les publics demandent « oui, et alors, et à quoi ça sert qu'est-ce que ça veut dire oui, mais ils ne sont pas neutres. » Je vais vous montrer un certain nombre de discours, et je vais vous montrer comment les enseignants acceptent de s'y engager ou refusent de s'y engager, et pour quelles raisons. Donc ça m'amènera tout ça à conclure. Là, j'ai dû bouffer déjà la moitié du temps, non ça m'amènera à conclure sur les implications didactiques, c'est-à-dire une question qui traverse depuis ce matin la salle, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on fait ?
Comment on fait? Et la réponse, j'en parlais avec Françoise, c'est que on est de plus en plus persuadé que la réponse, elle doit venir de vous. C'est-à-dire que c'est vous, en tant que collectif professionnel, qui devez vous structurer pour dire, voilà, moi je connais bien mon public, je connais maintenant bien ses réactions, voilà ce que je pourrais faire. C'est donc un appel à l'expérimentation par les professionnels et non pas d'en haut vous dire, faites plutôt ceci, faites plutôt cela. Donc c'est une invitation aussi à l'autonomisation de la profession autour d'une charte aussi éthique. Enfin, il y a tout un tas d'implications professionnelles dans tout ce que je vais vous dire. Alors, je vais commencer donc par vous donner une idée de quelles sont les représentations sociales des sciences. Alors, je le fais, vous allez voir, à partir d'une méthode qui s'appuie sur des corpus médiatiques. Je regarde par exemple dans un magazine grand public, un gratuit, 20 minutes, dans la rubrique Science, une publication faite par un journaliste au mois d'avril 2014 qui précise que la NASA affirme avoir découvert une exoplanète habitable et semblable. Donc on pourrait se dire qu'un enseignant qui s'intéresserait à l'actualité des sciences pourrait tout à fait importer ce sujet dans un cours sur la diversité du système solaire, la question de l'habitabilité des planètes, vous connaissez bien ces sujets-là, pourrait se dire, tiens, je vais faire mon cours là-dessus, sur cette découverte. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la réaction des internautes. Alors les internautes ne sont pas représentatifs de la société française, mais c'est quand même, ça donne quand même une image, ni forcément des publics que vous aurez en face de vous, mais quand même, il y a quand même une idée générale. Lorsqu'on regarde comment ils se positionnent, il y a un certain nombre de découvertes. On constate que ce sont des réactions extrêmement critiques et virulentes vis-à-vis des sciences, alors que vous étiez, non, c'est beau, on a découvert une belle planète, on a une belle méthode pour le faire. Les questions sont à quoi ça sert, c'est une découverte intéressante, mais bon, vu l'éloignement, on n'ira jamais. De toute façon, la conquête de l'espace, c'est une question politique, c'est la puissance des nations qui s'exprime. Le progrès va nous tuer, on ferait mieux de s'occuper de notre planète plutôt que d'aller chercher ailleurs et dépenser des crédits colossaux dans des programmes de recherche vaseux. Et d'un autre côté, alors ça c'est la majorité des publics, en tout cas sur ce corpus-là, et puis vous avez un tiers des internautes qui disent « Mais attendez, mais c'est le progrès ça, c'est la culture, c'est les lumières, on ne peut pas contester de telle manière le progrès scientifique, je ne comprends pas cette aversion pour le progrès, vous en avez qui répondent de manière virulente, ça sert à quoi, mais vous servez à quoi ?» Voilà, le but n'est pas d'aller là-bas, mais de nous éclairer sur nous-mêmes, sur notre histoire, donc des discours controversés sur un corpus extrêmement simple qui est une découverte scientifique. Donc, dites-vous que vous, quand vous allez leur présenter vos corpus d'enseignement, vous risquez d'avoir l'expression ou pas. Alors ça dépend du contrat didactique que vous allez mettre en place avec eux, de confiance ou pas. Bon, les premières semaines en général, c'est plutôt le mutisme dans la classe, puisqu'ils attendent de voir quel est votre profil. Ils vont vous profiler très rapidement. Vous aurez vite un surnom, vous aurez vite une méthode. Bon, c'est vrai pour toute personne qui fait œuvre d'éducation. Et donc c'est intéressant de savoir que forcément vous n'avez pas devant vous un public illuminé qui est convaincu que les sciences illuminent la pensée humaine. Alors on peut le montrer sur un certain nombre d'articles de presse, et on voit aussi que les attitudes des publics, alors je prends ici des enquêtes qui courent depuis les années 1970, où on questionne les publics, alors là on part sur des panels un peu plus larges, sur est-ce qu'ils estiment que les sciences apportent plus de bien que de mal que de bien, à peu près autant de bien que de mal. On voit que la tendance depuis une cinquantaine d'années, c'est à estimer que les sciences amènent à peu près autant de bien que de mal. Vous voyez, le public n'est pas du tout conquis, et puis que par contre la tendance on pourrait dire positiviste, que la science amène le progrès, plus de bien que de mal, tend à diminuer. Vous voyez, on est passé de 56% à 39%. Les études qu'on a conduites en 2014 sur des publics d'université qui sortent des filières S, ES, montrent que c'est à peu près les mêmes tendances. Elles estiment que les sciences apportent à peu près autant de bien que de mal pour la moitié d'entre eux. Et voilà, seulement 37% estiment que ça apporte plus de bien que de mal.
Donc on est dans une période vis-à-vis des sciences qui est quand même une demande d'éclairage et puis une posture a priori critique. Alors, il y a aussi chez les étudiants, c'est les travaux de Osborne, des attitudes par rapport à la science et à la manière dont vous enseignez les sciences. Quand on les interroge à la fin du cycle secondaire sur alors quels sont tes souvenirs de sciences, bon, on revient en tête la dissection de la souris, puis ensuite l'œil de bœuf, puis ensuite la tête de poisson. Bon, je sais que ça c'est fini plus ou moins, enfin ça dépend si c'est destiné à l'alimentation ou pas, mais donc ils ont des souvenirs un peu traumatisants pour certains, hein. Il y en a qui sont extrêmement enfin pas contents d'avoir vécu ce traumatisme-là, et la plupart regrettent d'avoir eu un enseignement de sciences qui, encore une fois, ne fait pas assez de lien avec la réalité, hein, ce qu'ils demandent, la réalité, et ils demandent aussi également plus de débats en classe sur les sciences et le sens social des sciences. Donc vous voyez qu'on est loin des recommandations d'apprentissage de la démarche expérimentale. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas incompatible, mais tout ou rien, il y a probablement une voie intermédiaire à trouver dans l'enseignement des sciences qui consiste à dire essayons d'introduire un peu de discussion sur les implications éthiques et politiques et sociales des sciences. Alors vous allez me dire on n'a pas le temps, il y a le programme, bon d'accord, après on connaît toute la Lituanie sur la déresponsabilisation, mais encore une fois, je pense qu'il y a moyen de trouver des choses. Alors les EPI sont probablement des dispositifs qui vont avoir un franc succès par rapport à ce projet-là, de travailler en expérimental, en tout cas sur le papier. Après, là, encore une fois, c'est vous qui allez, c'est ce que vous allez en faire, hein, mais probablement que sur la question de la nature des sciences, on pourrait militer là-dessus. Alors je vais passer un peu plus vite pour arriver à ce qu'on entend par une question socio-scientifique. Parce que, bon, vous avez vu, c'est un objet apparemment scientifique qui sollicite des questionnements sociaux, politiques. Bon, la presse est extrêmement friande, hein. La presse Science, par exemple, si on regarde l'actualité des sciences pour cette revue, pour la revue américaine, ou comme Nature, vous disiez, c'est souvent des questions, c'est ces questions socio-scientifiques qui les intéressent. C'est-à-dire des questions qui ont des implications sociales et politiques sur la médecine, on peut les lister, c'est les questions de médecine et de santé, les questions sur la réparation de l'humain, ce qu'on appelle la transhumanité, hein, qui a un des thèmes privilégiés de ces revues. On a aussi des questions d'environnement, de développement durable, bien entendu la question des espèces et de nos origines, de la spéciation, qui est aussi une question socialement vive. Et puis on a les questions d'astronomie, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec la sonde Rosetta, voilà, les météorites, l'idée d'envoyer pour 2020 un Chinois sur la Lune, etc. Il y a tout un tas de projets qui questionnent encore une fois socialement. Alors, cette nature des sciences, bon, vous avez dû avoir, enfin, je pense, des cours sur quelle est la nature des sciences. On en a parlé un peu avec Kuhn, hein, cette histoire de paradigme, de rapport à la vérité. Bon, on peut aussi se dire que la particularité des sciences, c'est que c'est une entreprise sociale qui se fonde sur des pratiques qui sont cadrées par des normes, mais aussi des valeurs. Donc ça, c'est important de montrer aux élèves que derrière les sciences, il y a des valeurs, et pas que des connaissances, et que donc elles essaient d'élaborer un savoir provisoire qui fonde sa légitimité sur un principe extrêmement simple, c'est qu'à tout moment, il peut être déstabilisé. Et c'est ce qui va faire sa différence fondamentale avec la croyance. C'est la force. Et puis, il y a aussi en science une croyance. On va me dire, ah ben non, les sciences, il n'y a pas de croyance. Si, il y a une croyance dans les sciences, c'est que je peux expliquer la réalité et la nature en n'utilisant que les ressources de la nature. Je n'ai pas besoin d'hypothèses métaphysiques. Dieu ne m'intéresse pas dans l'explication que je vais essayer de construire. Donc ça, ce sont deux points importants de la pratique scientifique. Et que, à mon sens, il faut arriver à introduire. Alors, c'est à vous de voir comment, d'y penser. Mais alors, il y a des pistes. Hein, l'histoire des sciences est souvent mise en avant depuis Martinand, depuis les travaux de Martinand en 93. Voilà. Mais en tout cas, et la revue, les associations de professeurs de SVT américaines, qui sont soutenues par l'AAS, hein, qui est la plus grande association sur l'avancement des sciences, financent des programmes avec des enseignants pour essayer de développer en classe des cours
pour l'exploration de la nature des sciences. Donc on travaille actuellement sur la traduction de ces livrets, ils font des fascicules régulièrement depuis les années 90 qui s'appellent « Explorer la nature des sciences » pour essayer de montrer qu'il y a des valeurs derrière la science, que les sciences sont une pratique socialisée, et voilà, qu'elle fonctionne avec un cadrage. Alors on peut le faire aussi en prenant des affaires comme celle qu'on a vue ce matin, hein. Ça se montre qu'il y a du socio-scientifique là derrière, qu'il y a notamment des conflits de normes et de valeurs. Dans l'affaire Allègre, c'est certainement le contrat social qui est discuté, hein, entre la communauté massive des 2000 climatologues et l'appel des 400 scientifiques contre Allègre. C'est aussi lui rappeler qu'il a transgressé une norme qui est le rapport de confiance qu'ils ont construit laborieusement depuis des centaines d'années par rapport à la pratique scientifique. Donc voilà, en utilisant des méthodes qui, pour la majorité, ont été estimées en transgressant l'éthique scientifique. On peut montrer aussi avec les élèves que le scientifique est aussi, avec les travaux de Gingras, quelqu'un qui est en recherche de reconnaissance sociale. C'est un être humain, en gros. Un scientifique, il est inclus dans des pratiques sociales. Et puis, il a toute une procédure pour essayer d'obtenir la reconnaissance qui passe par la publication d'articles, l'évaluation, l'acceptation. Il est dans une sorte de spirale de reconnaissance qui peut l'amener, il n'est pas infaillible, à frauder. Donc nous, on se sert en formation de cette spirale de Gingras là pour essayer de voir, lorsqu'il fraude, qu'est-ce qu'il a essayé de passer à travers quoi? À travers l'étape de l'acceptation, de l'évaluation. Il a essayé d'obtenir des crédits. Donc il y a toute une dynamique sociale et donc socio-scientifique qui est intéressant de connaître et de pouvoir discuter avec les élèves. Alors vous voyez que je m'éloigne vraiment loin. Là, je pense que vous avez le programme de collège et de lycée en tête. Vous dites, mais ça, je le mets où dans le programme? Il va falloir qu'on trouve. Bon. Je n'ai pas la réponse. Alors vous avez certainement pensé avec les élèves à construire ce qu'est l'entreprise scientifique en termes de modèle, de rapport à la réalité, que c'est une opération qui consiste à observer, puis à partir de données, à élaborer un modèle. Hein. C'est une activité de modélisation, donc de pensée, hein, de ce que disait Benoît ce matin. Donc en essayant de rendre cohérent notre modèle avec la réalité. C'est ça que je trouve intéressant aussi à montrer dans la nature des sciences. La démarche expérimentale y contribue, mais il n'y a pas que ça. Et puis il y a la fonction prédictive aussi des sciences qui est importante. Les sciences, par la modélisation, sont aussi une entreprise qui essaie de prévoir le futur. Alors il y a d'autres entreprises qui essaient de le faire, hein, mais pas avec le même cadrage éthique, professionnel et social que peut avoir les sciences. Et donc là aussi, en classe, astrologie, astronomie, prévoyance, on peut aussi rentrer sur un thème. Les séismes, par exemple, peut être une occasion de discuter, prévoir un séisme. Dans certaines sociétés, ça ne se fait pas avec des sismographes, hein, ça se fait avec les comportements animaux, comme la météo, par exemple, hein, pour parler de savoir, ce qu'on appelle les savoirs vernaculaires, c'est-à-dire des savoirs qui viennent d'un groupe social et qui ne sont pas forcément inscrits dans les pratiques scientifiques. J'ai fini ou... Ah, 1 ou 2 minutes. Pour 80 diapos, ça va être difficile. Non, je plaisante. Donc, je vais aller peut-être juste, ce sera aussi important, mais l'essentiel. Pour nous, une question socio-scientifique, si on veut l'introduire en classe, il faut être conscient que c'est une question qui est complexe, qui est expertisée, qui est médiatisée. Donc, il y a des univers de discours qui circulent, et ces discours, elles articulent des connaissances, alors on appelle aussi nous des inconnaissances, c'est-à-dire des incertitudes, des valeurs, et puis des normes qui entrent en conflit et qui donc génèrent des controverses. On peut dire aussi que derrière une question socio-scientifique, il y a des jeux d'acteurs et d'arguments, pour reprendre mon collègue Château-Renaud, c'est-à-dire des tensions entre acteurs qui vont argumenter sur le fait que ce qu'ils disent a plus de valeur que ce que disent les autres. Donc là, en cherchant des preuves, toute une dynamique sociale qu'on peut étudier. Et que donc ces questions socio-scientifiques sont associées à des représentations sociales. Il n'y en a pas qu'une, il y en a une diversité. Et que donc, en contexte d'enseignement, il faut, pour se préparer à enseigner un thème, se poser la première question de quel est le risque que j'ai de rencontrer une représentation sociale différente de celle que je vais enseigner, hein, sur l'évolution, sur la reproduction humaine, etc. Donc, et le risque, vous allez voir, sur beaucoup des thématiques, surtout depuis les programmes 2010, en lycée, en collège, quasiment toutes les thématiques que vous allez enseigner sont des thématiques socialement vives. Hein, elles ont des implications sociales et elles suscitent des réactions.
Alors, ce qu'on constate, je vais prendre le cas de l'évolution, c'est que c'est bien cité dans le rapport 2004 du ministère de l'Éducation nationale, comment réagissent les enseignants lorsque les élèves contestent leur discours sur l'évolution humaine. Alors, il y a plusieurs positions. Il y en a qui disent j'y vais pas, j'en parle pas parce que ça va être le massacre dans la classe. Donc il y a de l'autocensure, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui refusent de traiter des thèmes parce qu'ils savent que ça va être trop chaud pour la salle. Donc un refus, ce qu'on appelle une posture d'autocensure, d'évitement. Il y en a d'autres qui répondent aux contestataires que les croyances, la religion, qu'elles soient religieuses ou superstitieuses, c'est pas on est en classe de sciences là, on va pas parler de ça, donc tu vas jouer ailleurs avec tes croyances et tu vois avec le prof d'histoire géo éventuellement, mais moi je suis pas là pour ça, c'est pas ma mission. Donc une sorte de refus qui est un évitement également, éventuellement en rappelant que le discours des sciences c'est ça sur cette question de l'origine de l'homme, mais tout ce qui est autre discours, c'est pas mon affaire, il faut aller voir ailleurs. Et puis il y en a d'autres qui vont dire ah, intéressant, ça c'est une question qui est fondamentale en épistémologie des sciences. Vous me demandez la différence entre savoir et croire. Et donc le prof va proposer de discuter de la différence entre savoir et croire. Sauf qu'il peut y avoir un travers là-dessus, c'est que rapidement, il va dire aux élèves, il arrive que certains disent, voilà, savoir c'est ça, croire c'est ça, moi je vous dis le savoir, vous avez vos croyances, je vous laisse libre de choisir, jusque-là ça va, et puis il continue en disant, ce sont deux hypothèses qui se valent sur la même question. Or, cette posture relativiste, ça permet de maintenir la paix sociale, hein, vous êtes tranquille. Par contre, c'est d'un point de vue épistémologique et professionnel un peu réducteur, puisque dire que le discours des croyances est une hypothèse comme une autre par rapport à celui des sciences sur l'évolution, c'est bien entendu maladroit, pour rester poli. Donc il y a plusieurs postures, nous on les appelle des postures d'évitement, des postures d'explication, et puis il y a une troisième posture qui est celle de la réfutation rationaliste, c'est-à-dire l'enseignant qui va dire ah oui, parlons de croyances, je vais te montrer que, alors c'est ce qu'il cite, hein, que tout ce que tu as appris au catéchisme c'est des conneries, hein, ils disent comme ça. Donc c'est-à-dire une posture qui est aussi socialement un peu limite, hein, vous comprenez bien que bon, donc, mais c'est la posture de réfutation critique et convaincu que de toute façon il y a la supériorité du savoir scientifique sur les croyances. C'est un positionnement de réfutation rationaliste qui donc conduit bien sûr à une image des sciences qui est positiviste, dogmatique. Enfin, du coup, on met un dogme contre un autre. Et on n'a pas vraiment gagné du point de vue de la mission éducative. Donc oui, une petite conclusion. Tout ça pour dire que si, face à la diversité des postures des enseignants, lorsque des questions socio-scientifiques sont mises en classe. Vous avez certainement appris ce joli triangle didactique. Là, je ne sais pas si ça traîne encore, ça, dans les formations ou pas, la savoir. Bon. Moi, j'en peux plus le voir, mais ça fait 20 ans que j'ai été formé à ça aussi. Je crois que sur les questions socialement vives, il marche plus bien, ce truc. Pourquoi ? Parce que le pôle des savoirs, on dit la relation éducative, elle est structurée autour d'un pôle de savoir et puis deux acteurs. Alors il peut être plusieurs, l'enseignant et l'élève qui est dans un projet d'éducation, de formation, avec le projet d'apprendre, d'enseigner. Le pôle des savoirs dans ce triangle, avec des questions socialement vives, il tombe. C'est-à-dire il éclate en morceaux parce que derrière il y a des valeurs, il y a des croyances, il y a des pratiques et puis surtout il y a des savoirs avec un S. Il y a multi-référentiel de savoir qui fait que il faut que vous changiez de posture lorsque vous amenez ces objets. Alors, nos recommandations, alors ça ne dit pas comment faire, mais c'est que, premièrement, il faut, bien sûr, en formation et en tout cas en classe, vite apprendre à gérer la diversité des représentations. C'est-à-dire pas à dire, ah ben non, ça ne m'intéresse pas. Bon. C'est-à-dire qu'il faut en faire quelque chose. Quelque chose de pédagogiquement pertinent. Pour l'apprentissage, par exemple, comme disait Baudouin, l'apprentissage de penser contre soi-même. Hein. Faire entrer des représentations sociales en classe, c'est un premier pas vers le penser autrement. Sauf qu'il faut arriver à analyser les logiques qu'il y a derrière. Donc c'est pas facile. Hein. C'est facile de dire il faut faire ça, mais après, encore dans les pratiques. Bon. Il faut aussi apprendre aux élèves à argumenter de manière socio-scientifique et donc par le débat. Une question socialement vive, c'est une question qui se prête idéalement à la pratique du débat.
et donc dans lequel vont s'articuler des connaissances, des valeurs et des implications sociales et politiques, et donc arriver à se construire un positionnement en argumentant. Et puis pour l'enseignant, il y a aussi la question des valeurs, de ses propres valeurs. Les élèves le disent rapidement, vous refusez, vous, avec une posture de neutralité, de dire quelles sont vos valeurs, quel est votre positionnement, mais sauf que les élèves le voient très rapidement, en fait. Ça se sent, les valeurs qu'on défend dans le discours, dans les pratiques. C'est le mythe de la neutralité qu'on a en recherche, qui est un mythe, une posture mythique. On voit très bien quelle est la position. Et donc les philosophes disent, les profs de sciences devraient clarifier leur position par rapport aux sciences, quelles images ils ont des sciences, s'ils pensent que ça véhicule le progrès social ou pas, s'ils sont plutôt relativistes, pour aider les élèves à se positionner eux-mêmes, et loin de toutes les théories de les enfants sont petits, on les influence, si on leur dit ça, et donc d'essayer de construire une relation de confiance qui permette de débattre, puisque c'est le seul endroit, l'école, où avec un adulte référent, ils vont pouvoir construire ce genre d'argumentation. Je finis par une recommandation. C'est les travaux, si vous voulez savoir comment faire plus concrètement. Alors il y a un fascicule qui a été publié en 2015 qui s'appelle « Aborder les sujets sensibles avec les élèves », qui a été publié par nos collègues de l'Université du Québec, Trois-Rivières, et qui donne donc des clés pour gérer un débat. Alors je ne sais pas si vous avez eu des formations pour comment gérer un débat et gérer une multitude de représentations sociales en classe, mais cet ouvrage-là, il est extrêmement précieux là-dessus. Notamment avec la possibilité de se dire aussi que vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne sentez pas un thème sensible, vous pouvez dire aux élèves laisse-moi du temps, il faut que j'y pense, il faut que je prépare. Donc ça demande de la réflexion, de la préparation, des compétences pour animer aussi, et puis surtout prendre un dernier temps pour réfléchir avec les élèves sur ce qu'on s'est dit et faire un bilan de la réflexion qu'il y a eu après le débat. Souvent, on les laisse partir en récréation et ils partent avec leurs idées, mais il est important aussi d'intégrer dans le temps pédagogique le retour sur le débat. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous de votre attention et merci pour votre intervention. On va laisser maintenant la place s'il y a des questions dans la salle. Une petite. Peut-être que moi j'en aurais une. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis est-ce que vous l'avez abordé cette question-là déjà ou ça va arriver Et quelle posture vous avez pensé à comment vous allez gérer ça? Oui. Question. Alors, est-ce que d'après vous, les élèves ont réellement envie de débattre? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'entendre notre position et créer un vrai débat? Ou est-ce que finalement, pour eux, c'est juste une occasion pour exposer leurs croyances à travers la classe? Est-ce que c'est pas aussi ça le danger? Parce que, juste, cette réflexion vient du fait que j'ai déjà remarqué que quand on lance un débat, en fait, les élèves sont assez fermés, ils restent sur leur position. On a beau essayer de les faire débattre, il y a sans doute plein de techniques que je connais pas, mais voilà, celles que j'ai mises en place, ça n'a pas vraiment marché. Et du coup, ils restent fermés sur leur position et finalement, ils exposent leurs croyances. Et finalement, aussi c'est pour revenir sur le fait que quand on dit, quand les élèves nous disent à quoi ça sert, est-ce que la question, c'est pas plutôt à quoi ça peut me servir à moi? Et qu'est-ce qu'on revient pas un peu sur l'individualisme et le problème que ça doit leur servir à eux? Et du coup, c'est plus compliqué d'élargir sur l'utilité des sciences, en général. Moi, je prendrais la posture du médecin avec bénéfice-risque. Je suis de plus en plus persuadé, pour l'avoir vu notamment en sciences économiques et sociales, que la clarification des postures par l'enseignant ouvre un champ de possibles et de discussion avec les élèves qui les met dans un rapport de confiance qui facilite la circulation des connaissances et donc cette ouverture vers l'autre. Alors c'est un pari, bien sûr, parce que ça veut dire aussi changer le contrat didactique. C'est-à-dire le contrat, c'est plus moi je sais et je vais te dire ce que je sais et toi tu écoutes et tu notes. C'est on sait tous des choses différentes. Essayons de voir quels sont les systèmes de valeurs qu'il y a derrière chacune de nos représentations. Et donc vous pouvez choisir de vous exclure de ce système, mais je rejoins assez les philosophes en pensant que c'est dommage et que du dire des élèves, c'est ce
C'est ce qui les intéresse aussi, c'est d'avoir un adulte référent avec lequel ils vont pouvoir se confronter. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, vous ayez les reins solides d'un point de vue de votre système de valeurs. Hein. C'est-à-dire, il faut rester dans le cadre des valeurs de la République. Hein. Par exemple, si l'arrivée de discours racistes en classe, ça veut dire que il faut que vous soyez aussi clair vis-à-vis de votre positionnement. Hein. Et dans les forums de SVT notamment, sur lesquels on traîne assez souvent, sur les questions de racisme, il y a des fois des profs qui dérapent. Hein. Noir, blanc, tous les clichés y sont. Hein. Donc il faut aussi que vous clarifiez là-dessus. Et je trouve que ça me paraît important. D'un point de vue éducatif, moi je dirais que c'est le sens noble de l'éducation. C'est aussi d'élever la personne d'un point de vue des systèmes de valeurs, pas en lui les imposant, mais en l'invitant à en discuter. Et puis, bien entendu, on voudrait qu'il choisisse le même système de valeurs que nous. Mais au moins, dans la mission éducative, se dire, je pose les systèmes de valeurs, voilà le mien, moi c'est celui auquel j'adhère. Et puis, je ne peux pas vous influencer, mais voilà, sachez que tout le monde ne pense pas, si vous êtes individualiste, tout le monde ne pense pas comme vous. Du coup, je rebondis un petit peu sur ce que vous dites par rapport au fait que on doit être neutre, mais qu'on n'y arrive pas vraiment. Enfin, on y arrive généralement pas du tout même, puisqu'on va forcément un petit peu exposer son avis, puisqu'en fait, l'élève attend, comme on est un adulte référent, il attend qu'on donne notre avis. Et qui va lui sembler être l'avis juste, l'avis correct. Et du coup, pas forcément. Justement, ma question, c'est comment dans un débat, on peut prendre en compte que l'élève va donner réellement son avis et pas celui dont il sait que le prof voudra l'entendre. Je ne sais pas si ma question est très claire, mais... Oui, c'est-à-dire qu'il fasse semblant que... Ouais. Mais c'est simplement, si vous avez clarifié avec eux l'enjeu du débat. L'enjeu du débat, c'est pas de t'évaluer, ou plutôt, c'est de t'évaluer, mais pas sur ce que tu sais, mais sur la manière dont tu argumentes. C'est-à-dire, la grille d'évaluation, c'est pas une grille de je sais pas, c'est la manière dont tu construis un argumentaire et que tu te construis la solidité de ton argumentaire. C'est une autre grille d'évaluation. Donc c'est un autre contrat didactique. Je sais qu'on n'est pas formé, on ne sait pas bien faire, mais c'est vraiment une autre approche. Dans les concours de l'agrégation externe et interne, on a introduit une grille d'évaluation sur l'argumentation, sur l'épreuve. Alors je ne sais pas si elle existe encore, mais celle qui s'appelle agir en fonctionnaire éthique et responsable. Ça existe toujours, ça ? Ah, plus au CAPES. Bon, peut-être ça existe encore à la grecque. Bon. L'idée qu'on s'était dit, c'est la possibilité de donner quelques points au candidat qui a le souci de l'influence qu'a son discours dans la classe et de la manière dont il gère la diversité des représentations sociales. Donc on a donné des points pour la manière dont il gérerait des contestations, et la manière dont il se positionnerait avec cette question récurrente. Vous devez être neutre. Est-ce que vous donnez votre position ? Là, on n'a bien sûr pas sanctionné celui qui dirait moi je ne donne pas mon position, je dois être neutre, et puis celui qui au contraire, pour moi c'est important parce que c'est pour les aider à se construire. Donc, mais au moins savoir il faut y réfléchir. Et donc là, il y a besoin d'une éthique professionnelle là-dessus. Ça n'a jamais été proposé encore. C'est en cours de construction dans beaucoup de pays occidentaux. Une charte comme il y a pour le journalisme, une charte de l'enseignement, notamment sur des questions socio-scientifiques, elle est à construire et elle doit venir du terrain. Merci beaucoup. Merci.